Pour ce webinaire, on va parler essentiellement d'un groupe d'insectes qui pourraient servir d'auxiliaire dans les cultures, qui sont les hyménoptères chasseurs, où à l'intérieur, on va retrouver les guêpes maçonnes, par exemple, qui sont peut-être un peu plus connus comme nom. Jean-David, là, qui va être notre premier présentateur, vous présentera les caractéristiques biologiques de ce groupe. Et puis ensuite, je vous présenterai moi un focus sur une famille d'hyménoptères chasseurs qu'on travaille à la station depuis plusieurs années pour les favoriser et les utiliser en lutte biologique. Donc, Jean-David, je te laisse te présenter et partager ton écran pour démarrer ce webinaire. Oui, bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Jean-David Chapin-Giscardi, je suis entomologiste et je suis responsable du laboratoire d'éco-entomologie. Donc, un laboratoire qui est basé à Orléans avec une antenne à Lyon. Et on travaille sur l'étude des insectes et l'étude de leurs habitats avec un focus quand même très marqué sur les insectes en agriculture, que ce soit l'étude de la biologie et de l'écologie des insectes auxiliaires, mais aussi la biologie et l'écologie de certains insectes ravageurs des cultures. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler des spéciformes. Alors, je suis content de pouvoir vous parler dans le cadre de ce webinaire de ces insectes, parce que ce sont des insectes dont on parlait assez peu en fait lorsqu'on a commencé à les étudier. Donc, il y a en 2014, on a commencé les premières études sur le sujet et on en parlait assez peu dans le milieu agricole. Et c'est un groupe dont on entend de plus en plus parler. Et donc, je suis très content de pouvoir vous faire cette présentation. Donc, vous présenter dans un premier temps la systématique, la diversité de ces insectes, vous fournir des notions de biologie, d'écologie sur ces hyménoptères et vous donner quelques informations sur le côté indicateur, notamment dans les études des agrosystèmes. Alors, en sous-titre, je l'ai sous-titré à la croisée des chemins entre guêpes et abeilles, puisque vous allez voir que c'est un groupe qui a qui a des caractéristiques qui parfois rappellent celles des abeilles et quelquefois rappellent également les caractéristiques des guêpes, des vraies guêpes. En termes de systématique, si on regarde l'arbre ici présenté, donc les spéciformes qui vont nous intéresser ici, donc sont des apocryphes, donc ils ont un rétrécissement notamment sur les premiers segments ou le premier segment de l'abdomen. Ils se distinguent des térébrants, donc ce sont des aculéates, ils se distinguent des térébrants parce que ils n'ont pas d'ovipositeur fonctionnels comme les parasitoïdes, et également ils ont assez peu d'articles antennaires comparés aux parasitoïdes. La plupart du temps, les aculéates ont moins de 14 articles aux antennes. Ensuite, vous voyez parmi les aculéates, vous avez plusieurs grandes superfamilles. Et nous, c'est la superfamille qui nous intéresse, sont les apoïdes, qui regroupent à la fois les spéciformes, donc les guêpes dont on va parler aujourd'hui, et les apiformes, donc qui regroupent toutes les abeilles, à la fois l'abeille domestique, mais aussi toutes les abeilles sauvages. Alors la caractéristique des apoïdes, c'est la présence de ce lobe pronotal que vous voyez ici sur la photo, qui est séparé et qui a avec une grande distance en fait de l'insertion de l'aile de la paire d'ailes antérieure, donc de ce qu'on appelle la tégula, et cette petite structure ici, qu'on voit aussi sur le schéma du pinfrodon à droite. Et donc cette distance qu'il y a entre le lobe pronotal et la tégula est une des caractéristiques des apoïdes. Vous avez un arc phylogénétique là que je vous ai présenté et qui représente en noir les 10 familles de spéciformes en France. Donc on a 10 familles en tout qui regroupent un peu plus de 420 espèces différentes. On serait actuellement à 423 espèces connues en France métropolitaine. Ce que vous voyez dans un premier temps, c'est que les abeilles sont dans cet arbre. En fait, il faut bien comprendre que
Parmi les apoïdes, donc vous avez les spéciformes et les apiformes, et donc les abeilles, les apiformes, ont pour ancêtre commun un spéciforme, et notamment un amoplanidé. Pour schématiser, en fait, c'est en lien donc avec l'évolution des espèces. Il faut vous dire qu'il y a une différence nette entre les deux groupes. La première, le premier groupe, les spéciformes, qui ont des proies qui sont carnassières. Et donc les femelles chassent des proies pour nourrir la larve, alors que chez les abeilles, vous avez des femelles qui récoltent du pollen, qui font des pains de pollen pour nourrir la larve. Donc, avec l'évolution, les abeilles sont en fait des spéciformes qui ont un régime alimentaire qui est devenu végétarien au fil du temps. Que vous avez également de représenter sur cette diapo, c'est différentes photos de spécimens, de spéciformes, et vous voyez que rien qu'avec ces photos, on voit qu'à la fois certaines espèces se rapprochent des abeilles. C'est le cas par exemple de cette guêpe, le Phassaloecus, ces petits spéciformes noirs qui ressemblent à des petites abeilles sauvages. Et puis vous avez d'autres abeilles, d'autres spéciformes comme les spécidés ici, Ammophila, qui a vraiment un rétrécissement très long au niveau des premiers segments, les premiers segments très allongés de l'abdomen, et rétréci et qui rappelle bien plus la guêpe. Pareil pour le Cerceris, qui fait plus penser quand on le voit à une guêpe, une vraie guêpe donc vespide, euh, que euh, qu'à une abeille. Mais pourtant, d'un point de vue génétique, les spéciformes sont plus proches des abeilles que des vraies guêpes. Quelques informations sur leur biologie. Ce sont des insectes qui ont une métamorphose complète, c'est-à-dire que la larve, qui est ici, ne ressemble pas du tout à l'adulte. C'est le même cas que chez les papillons ou chez les coléoptères. C'est euh, une métamorphose complète. Ce sont des insectes qui sont dits holométaboles, avec donc des stades bien différenciés. Donc l'œuf va donner une larve qui va connaître plusieurs stades larvaires. La larve va ensuite se transformer en nymphe. Vous avez ici une photo d'un mastodonte à l'état de nymphe. Et puis, cette nymphe va donner un adulte, donc un adulte qui va prendre toutes ses couleurs, les couleurs définitives de l'adulte, qui va ensuite émerger. Et cet adulte donc va se reproduire. Et ensuite, pour les femelles, il y aura l'élaboration des nids et la recherche de proies pour nourrir la progéniture. Alors, concernant l'alimentation des adultes, ce sont des apoïdes, mais chez les adultes de spécides, il n'y a pas beaucoup de spécialisation dans les fleurs butinées. C'est ce qui les sépare un petit peu des abeilles qui peuvent avoir certaines espèces sont inféodées à une plante ou un genre botanique, ce qui n'est pas le cas chez les spécides qui sont beaucoup plus généralistes. La seule différence qu'on va pouvoir noter, c'est sur les structures au niveau des pièces buccales. Vous avez certains spéciformes qui ont donc des becs, qui peuvent aller chercher le nectar très profondément dans les longues corolles, et puis d'autres spéciformes qui n'ont pas ces structures-là et qui vont du coup plutôt lécher les jus sucrés et le nectar et pas pouvoir aller les chercher profondément dans les fleurs. Il y a un cas de lien très fort avec les plantes, et notamment les plantes à fleurs, c'est le cas des pseudocopulations des Argogorites. Donc c'est ce genre de spéciforme qui en fait participe à la pollinisation d'une ophrys, donc en l'occurrence c'est Ophrys insectifera, et qui va du coup être trompé par l'ophrys. Le mâle va penser que la fleur est une femelle d'Argogorites et qui va du coup chercher à s'accoupler, et à ce moment-là, vous voyez les pollinies qui vont se coller sur le tronc de l'Argogorites et qui va les transporter euh, dans une autre fleur d'orchidée. Voilà, mais il n'y a pas de cas, sinon à part ce cas très particulier, il n'y a pas de cas de lien très fort entre une plante
et un spécide. Concernant l'alimentation, donc là c'est la particularité de ces insectes, c'est que l'alimentation des larves va être faite par la femelle. Donc vous avez des soins, une sorte de soin maternel qui est prodigué par la femelle, et donc la femelle va chasser les proies. Ici vous avez une espèce qui chasse des grillons, mais qui peut également chasser des criquets. Ici vous avez un Dolichurus qui va chasser une blatte et qui va du coup ramener la proie dans son nid, déposer la proie dans des cellules, pondre un œuf, refermer la cellule et passer à la cellule d'après, emmagasiner une proie dans la cellule suivante, déposer un œuf, fermer la cellule et ainsi de suite. Ça, c'est le cas le plus classique chez les spéciformes. Vous avez également des cas un petit peu plus particuliers, c'est-à-dire par exemple chez Dolichurus ici, vous avez une proie, un œuf. Donc là, c'est un comportement qui s'approche plus du parasitisme parasitoïde, avec une larve qui effectue tout son développement larvaire aux dépens d'une seule proie. Vous avez également des femelles qui ne chassent pas, mais qui vont voler les proies dans les nids d'autres espèces ou des individus d'autres femelles de la même espèce, et qui vont du coup chercher à voler le butin pour après le ramener dans son nid et alimenter sa larve. Et puis enfin, dernier cas, dernier comportement pour nourrir les larves, c'est le kleptoparasitisme. C'est ce qu'on appelle les guêpes-coucous. Donc ici, vous avez ici un nisson qui est aussi un spéciforme, mais qui lui, du coup, rentre dans le nid d'un autre spécide, donc qui est son hôte, tue l'œuf, remplace cet œuf par son œuf, et donc la femelle d'une autre espèce va nourrir après va nourrir la larve, va charger les proies dans une cellule qui contient un œuf du parasite, et la larve va consommer les provisions rapportées par une autre espèce. Voilà un petit peu les différents comportements d'alimentation des larves, mais c'est vrai que le comportement principal, c'est la chasse et la consommation des proies emmagasinées par la femelle. Quelques autres photos, voilà, d'insectes qui chassent, de spéciformes. Donc là, c'est des cercéris, une femelle qui chasse du coup une petite abeille sauvage. Ici, vous avez le cas d'une amophile qui est spécialisée sur les chenilles de papillons nus et qui va ramener la chenille en la traînant au sol, puisque vous voyez bien que là, la chenille est déjà plus grande que la femelle de spéciforme, mais en plus lourde. Et donc, on est obligé de traîner la proie. Certaines ramènent les proies en volant. C'est le cas notamment de ce cercéris qui est spécialisé sur les coléoptères de la famille des Bupresse. Et en termes de proies chassées, ce que je vous présente ici, c'est les résultats d'une étude que l'on a réalisée dans tout le département du Loiret. On a fait une grosse synthèse départementale avec vraiment beaucoup de matériel étudié. Et sur la période contemporaine, donc sur les 30 dernières années, on a pu établir les patrons d'alimentation des spécimes dans le département. Donc sur 180 espèces, vous voyez comment se répartissent les spécimes en fonction des proies chassées. Vous avez ici 13 catégories trophiques qui sont représentées par les spéciformes dans le département du Loiret. Et donc vous voyez des ordres vraiment variés chez ce groupe-là, avec une part importante, un tiers d'espèces qui sont spécialisées sur la chasse des homoptères. Donc, quand on dit homoptères chez les spécifiques, c'est surtout des chasseurs des femelles qui chassent des pucerons, mais vous avez également des femelles qui chassent donc ce qu'on appelle les ophénorynques, c'est les cicadelles et les cercops. On a également une belle diversité d'espèces qui chassent des diptères, donc des mouches. En termes de spécialisation, là vous avez une certaine spécialisation dans la chasse des proies. Vous avez des femelles qui ne chassent qu'un ordre d'insectes.
d'autres qui chassent qu'une famille d'insectes et d'autres qui vont chasser qu'un genre d'insectes. Donc vous allez avoir une, une plus ou moins grande spécialisation en fonction des espèces. La plupart du temps, elles sont spécialisées sur un ordre. Un petit focus aussi concernant ce graphique, c'est la présence des kleptoparasites, qui représentent 6 espèces sur les 180 recensées dans le département du Loiret. Toutes les autres sont des chasseuses, éventuellement des parasites. Alors, d'un point de vue comportemental, ce sont des espèces qui sont solitaires euh, et qui se différencient bien du coup de nombreuses de vespidés, donc les vraies guêpes. Là, vous avez ici un poliste qui est un guêpe vrai, donc famille des vespidés, donc une autre super famille d'aculéates et qui ont une organisation sociale, ce qui n'est pas le cas chez les spécides. Vous avez également des organisations sociales forcément chez l'abeille domestique, également chez les bourdons, donc côté abeille. Mais c'est vrai que même chez les abeilles, de manière générale, la plus grande diversité est représentée par des espèces qui sont dites solitaires. Donc c'est une femelle qui va établir seule son nid et qui va s'occuper de sa progéniture. Alors bien sûr, vous avez des cas particuliers. Vous voyez ici, alors c'est un terrier de lapin hein, ici, mais à l'entrée de ce terrier, vous voyez plein de petits trous avec l'installation des nids de spécides et d'abeilles sauvages. Vous pouvez avoir des phénomènes de bourgade, donc c'est ce qu'on appelle des comportements grégaires, mais qui ne sont pas des comportements sociaux, c'est-à-dire avec une organisation sociale lors du développement de la population. C'est juste un regroupement comme ça des nids par facilité parce que le substrat est peut-être pas si disponible et donc sur une petite quantité, donc toutes se retrouvent au même endroit. Pour installer des nids, donc il y a besoin forcément du substrat pour nidifier, il faut des proies pour nourrir les larves, il faut des fleurs pour la ressource florale pour nourrir les adultes et pour certaines espèces, du matériel de construction de certaines espèces et ont besoin de consolider leurs nids. Donc, en termes de nidification, on va retrouver énormément de similitudes avec les abeilles sauvages. Toutes les catégories que je vous donne là, vous les retrouvez, à part les maçonnes, vous les retrouvez chez les abeilles sauvages. Donc, vous avez les espèces généralistes. Elles vont pouvoir établir des nids partout, dans le sol ou dans les végétaux. Ensuite, vous avez les espèces terricoles. Donc, elles vont être spécialisées dans les nids au sol ou éventuellement dans une paroi verticale, mais dans un substrat qui est le sable ou éventuellement le sol. Vous avez une construction comme ça d'une galerie principale avec soit des nids en enfilade, soit des ramifications avec des galeries secondaires au bout desquelles on va retrouver des cellules qui vont contenir un œuf et des proies. Donc ça, c'est pour la nidification au sol. Ensuite, vous avez toute une gamme de pesticiformes qui vont nidifier dans la végétation. Donc là, on va retrouver les clavicoles. Les clavicoles, ce sont les espèces qui vont nidifier dans toutes les cavités qui peuvent exister au niveau de la végétation. C'est-à-dire que ce sont les espèces les moins exigeantes en termes d'emplacement du nid dans la végétation. Ça peut être dans les galeries d'insectes xylophages, ça peut être également dans les tiges de certaines plantes, ça peut être également dans les galles qu'on peut retrouver sur certaines essences. Vous avez des espèces rubicoles, donc elles sont toujours liées à la végétation, mais elles sont un peu plus exigeantes. Elles nidifient que dans les tiges ou dans les rameaux. Et puis les xylicoles, qui elles, voilà le cas d'une nidification de rubicole. Donc vous avez une tige et puis vous avez donc plusieurs cellules, les unes à la suite des autres.
Et puis, enfin, le dernier cas de figure, ce sont dans la végétation, c'est les xylicoles, donc c'est les insectes qui vont réinstaller, habiter les anciennes galeries en fait d'insectes xylophages. Donc, ce sont souvent des insectes qui s'installent dans du bois mort. Et le dernier cas particulier, c'est assez anecdotique et ça concerne assez peu le milieu agricole. Ce sont les spécipitantes qui vont être maçons, qui vont donc construire des nids en boue, donc avec de la glaise, et qui vont faire des amphores dans lesquels ils vont mettre leurs proies et déposer des œufs. Ce sont surtout des prédatrices d'araignées, donc ce type de structure. Voilà quelques exemples. Ici, vous avez la photo d'un xylicole, donc un Passaloricus avec son nid, ici. Ici, vous avez un insecte qui rentre dans son nid, donc un terricole. Et puis ici, vous avez typiquement le cas, donc c'est un Tricoxylon, d'un cavicole. Là, c'est même un cavicole qui nidifie dans une barre de métal dans laquelle il y a un trou et qui va, donc du coup, même, vous voyez, le trou de sortie est trop important pour l'insecte et il est pas en sécurité. Donc, pour garantir sa sécurité, il va obstruer une partie du trou pour pouvoir voilà avoir juste permettre juste son passage et éviter à d'autres prédateurs ou parasites de rentrer dans le nid. Alors, je vous ai présenté ici le patron de nidification des communautés de spéciformes dans le département du Loiret. Et vous voyez, si on regarde surtout l'aspect diversité, ce qu'on remarque, c'est qu'on a plus de la moitié des espèces qui vont nidifier dans le sol. Ça, c'est un résultat qui est très important parce que je vais vous en parler après. La faune terricole, c'est une des faunes les plus fragiles concernant les hyménoptères. Ça fait partie notamment des faunes les plus en déclin. Lorsqu'on regarde les estimations, notamment sur le déclin des abeilles sauvages, on se rend compte que c'est vraiment les espèces terricoles qui ont le plus reculé au cours du dernier siècle. Et c'est vraiment une partie importante de la diversité. Ce patron-là de distribution, on pourrait obtenir à peu près le même patron de distribution si on faisait la répartition des espèces en France de manière générale. Là, c'est qu'on avait des données chiffrées sur le Loiret qui sont assez représentatives de la répartition de ces communautés. Vous avez ensuite 32 espèces sur les 180 qui sont cavicoles, donc qui sont liées à la végétation, mais assez peu exigeantes. Et puis, parmi les plus exigeantes dans la végétation, on en a 28 qui sont que dans le bois mort et dans les qualités de xylophage, et 14 qui, elles, vont être strictement dans les tiges. Et vous voyez, on a une petite proportion, donc deux espèces qui sont maçonnes dans le département du Loiret. Alors, pourquoi on parle de ces insectes dans les agrosystèmes? C'est parce que on a un rôle qui a été établi par plusieurs auteurs d'auxiliaire de culture de ces insectes. Notamment, donc, vous avez vu en termes de type de profil, c'est les prédateurs d'homoptères qui sont particulièrement suivis, particulièrement étudiés. Ça fera l'objet justement de la présentation qui suivra et qui concerne voilà les- en grande partie une famille qu'on appelle les Pincerodonidés, mais on se rend compte lorsqu'on fait des études aussi qu'il y a d'autres petites familles qui sont également prédateurs de ravageurs de cultures qui sont bien représentés dans les milieux agricoles. Ce qui ressort de nos études dans les écosystèmes, c'est qu'en fait, on a beaucoup d'espèces. On a beaucoup d'espèces, mais finalement, en termes de composition, ce sont des espèces qui sont assez peu exigeantes d'un point de vue écologique. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir que ces peuplements vont s'installer de manière assez localisée et donc vont avoir une action de régulation locale assez facilement maîtrisable, dans la mesure où à partir du moment où on favorise et on met à disposition des habitats qui permettent l'installation des nids, on peut très facilement avoir des grosses populations de spécides et qui du coup vont pouvoir avoir une action de limitation sur les homoptères. Un titre de chiffres, hein, les comptages qui ont été faits
soit en comptant les pucerons ramenés au nid, soit en ouvrant les nids, comme vous voyez ici sur la photo, et en comptant les pucerons emmagasinés. Donc les auteurs, pour certains spéciformes, donc du genre Pinstrodon, estiment qu'une femelle chasse à peu près 1000 pucerons au cours de sa vie de femelle, donc qui est entre 4 et 5 semaines de chasse. Et chez les Passeroricus, on se fait à peu près autour de 1500 pucerons au cours de la vie d'une femelle pour alimenter sa progéniture. Donc bien évidemment, il faut multiplier ça par le nombre de femelles qu'on peut héberger dans les habitats favorables, mais aussi sur le fait que ce sont des insectes qui peuvent faire plusieurs générations par an et donc avoir une action de régulation à différents moments de l'année. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la dépendance des spécifiques aux haies et aux lisières boisées, puisqu'en effet, dans les agrosystèmes, on se rend compte qu'il y a un effet très structurant de ces éléments sur les insectes spécifiques. Voilà. Alors, en tant qu'indicateur dans les habitats, voilà ce que concernant les substrats de nidification, je voulais vous présenter ces résultats. On a fait l'exercice dans le département du Loiret de ne retenir que les collectes effectuées en Beauce et dans le Gâtinais. Donc le Gâtinais de l'Ouest dans le Loiret, c'est très très proche des paysages de Beauce que vous connaissez probablement. Euh, et ce qui est frappant dans ces milieux, et c'est le cas à chaque fois qu'on étudie des agrosystèmes de grandes cultures, c'est que on a une proportion d'espèces terricoles qui diminue. On a en effet donc beaucoup plus d'espèces qui sont liées à la végétation que d'espèces terricoles, et ce à chaque fois qu'on étudie un agrosystème de grande culture, et ça s'explique par le fait que il y a moins de disponibilité, moins de surface au sol disponible pour accueillir les insectes terricoles, et que les haies et les bandes et les lisières forestières sont des zones plus protégées par rapport à d'éventuelles perturbations qu'on peut connaître dans les milieux anthropisés, comme notamment le travail du sol. Vous voyez ici sur cette photo, par exemple, qui à cet endroit-là ne permet pas l'installation soit des spéciformes terricoles, soit même des abeilles terricoles. Et finalement, dans ces milieux, dans ces paysages agricoles-là, on retrouve des communautés de terricoles, mais de manière très localisée. Donc, ça va être au niveau des chemins, mais aussi au niveau de certaines zones de talus. Et peut-être plus curieusement, mais finalement ça fait assez sens, dans les cimetières, on est sur des zones qui sont souvent sableuses et qui maintenant sont gérées de manière enfin avec beaucoup d'attention, et on a localement des populations abondantes de terricoles dans les paysages agricoles grâce à ces habitats qui finalement représentent une petite superficie à l'échelle du paysage. Pour vous montrer un exemple de différence et pour vous montrer le lien surtout avec les éléments boisés, le lien qu'il y a entre les spécimes et les éléments boisés. Je vous ai mis un exemple là d'une exploitation en Côte d'Or où nous avons équipé cette exploitation de tentes malaises. Donc la tente malaise, c'est un piège d'intersection qui est le piège le plus efficace si on veut avoir une image des communautés de spéciformes dans un milieu, parce qu'il n'est pas attractif. C'est un piège qui n'est pas attractif, mais qui permet de vraiment avoir suffisamment d'individus pour euh, avoir une image des communautés localement. Et à chaque fois on a réalisé cet exercice sur une quinzaine, voire une vingtaine d'exploitations de grandes cultures dans la moitié nord de la France, et on obtient systématiquement les mêmes résultats lorsqu'on met une tente malaise près d'une haie et versus une tente malaise dans une bande enherbée qui est éloignée à plus de entre 250 et 300 mètres de tout élément boisé. On obtient des différences qui sont assez nettes, autant d'un point de vue des effectifs, mais aussi de la diversité.
avec beaucoup plus d'effectifs et d'espèces près dans les parcs malaises qui se trouvent près des haies ou des lisières de bois. Alors c'est quelque chose qui a déjà été montré hein, pour d'autres aculéates, l'importance de la strate arbustive et de la strate arborée pour l'installation des nids. En tout cas, chez les spécimes, c'est assez clair. Et lorsque l'on met bout à bout nous, toutes les études et qu'on regarde à peu près les différences, on se rend compte qu'en moyenne, on a 9 fois plus d'individus près des éléments boisés de type haie et on a 7 fois plus d'espèces que lorsque l'on est éloigné de ces éléments. C'est pour vous montrer, vous donner des données sur justement l'importance de ces milieux. Donc forcément, par rapport à la gestion et par rapport à l'aménagement des bords de parcelles, vous n'allez pas avoir le même intérêt d'implantation d'une bande enherbée ou d'une haie sur les spécipores. Même si la bande enherbée va fournir de la ressource, elle ne fournira quasiment pas d'habitat favorable à l'installation des spécipores. Et concernant cette disponibilité aussi des substrats de nidification, je vous disais que les terricoles, c'est un groupe qu'on suit, enfin qui est très intéressant à regarder. Euh, je vous ai présenté des graphiques d'exploitation assez typiques. C'est des résultats assez typiques que l'on obtient dans différentes exploitations. Et en fait, on voit qu'il y a une vraie différence entre culture annuelle et culture pérenne. Donc, les exploitations de culture pérenne vont avoir beaucoup plus de substrats de modification au niveau du sol disponibles et là où les spécimes vont pouvoir s'installer. Et systématiquement, vous voyez, pour le cas d'une exploitation viticole et en arboriculture ici, on a des proportions d'espèces terricoles qui augmentent de manière très importante dans ces milieux. Et ça, c'est une des caractéristiques des exploitations en culture permanente, c'est que on retrouve des communautés très importantes de terricoles. J'insiste aussi sur les terricoles dans la mesure où parmi les terricoles, et notamment dans les chasseurs de terre, vous avez beaucoup de prédateurs de cicadelles. Ça aussi, c'est un point qui est important et sur lequel on est particulièrement vigilant, notamment lorsqu'on travaille en arboriculture ou éventuellement des prédateurs de psylles, en viticulture, pardon, ou éventuellement des prédateurs de psylles lorsqu'on est en arboriculture. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qu'on remarque, en tout cas au niveau de ces suivis dans les exploitations, c'est que forcément, plus on va limiter le travail du sol, plus on va augmenter cette proportion de terricoles. Et donc, ça va avoir ça va permettre de diversifier également les guildes trophiques qu'on va retrouver dans les agrosystèmes. Juste petite précision, je n'ai pas dit ici, sur les substrats de nidification là dans les près des haies et éloignés des haies, c'est on remarque également le résultat, vous voyez, la faible représentation des terricoles sur cette exploitation. Ça c'est vraiment un résultat assez classique des agrosystèmes de grande culture, au moins dans la moitié nord de la France. Autre chose aussi, dernier point sur les substrats de nidification et sur les terricoles, le type même de sol va pouvoir jouer également sur la diversité des terricoles. Et si par exemple on est sur un substrat sablonneux ou sableux, on va avoir une diversité encore plus importante d'espèces terricoles, puisque là vous allez favoriser carrément des espèces qui sont dites sablicoles et qui forment aussi une part importante de la diversité chez les spécipans. Dernier point que je voulais vous présenter concernant le côté indicateur de ces spécimes dans les agrosystèmes, c'est la notion de l'huile de profit. Je vous ai montré tout à l'heure les patrons dans l'ensemble de distribution des proies chassées dans l'ensemble du département du Loiret. Si on ne prend que
Beauce et le Gâtinais de l'Ouest. On n'a pas tout à fait le même patron de distribution que l'ensemble du département. On voit qu'on a un peu plus de prédateurs domoptères. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très classique. Dès qu'on est dans un agrosystème, les prédateurs domoptères vont être largement dominants. On va retrouver également beaucoup d'espèces qui vont chasser les mouches, donc les terres. Mais en termes d'effectifs, ce qui va être aussi très important, ça va être le nombre de chasseurs d'araignées. Donc c'est notamment le genre Cryptoxylon, qui est un genre extrêmement tolérant, avec des espèces très banales, mais qui vont former de très grosses populations et qui vont également qui vont avoir comment dire comme comportement de chasser des araignées. De manière générale, il faut savoir qu'on suit des agrosystèmes, donc on étudie des guildes trophiques. Il est assez rare dans une même exploitation de dépasser les 7-8 guildes trophiques différentes, à protocole toujours équivalent, hein, c'est-à-dire avec des suivis avec 2 temps de malaise qu'on suit généralement pendant entre 12 et 16 semaines. Il est très très rare de dépasser les 7-8 guildes trophiques différentes. Et dès qu'on va être dans des milieux un petit peu moins anthropisés, type réserve naturelle ou éventuellement secteur terre de part, euh, voilà des zones qui sont comment dire gérées de manière à favoriser la biodiversité. On peut monter à 12, voire 13 guildes trophiques différents. Et donc, il y a un vrai lien entre la diversité des spécides et la diversité des guildes trophiques chassées. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ces cryptoparasites qui sont dans les écosystèmes assez peu représentés comparé à d'autres systèmes type réserve naturelle où on va avoir un réseau trophique beaucoup plus complexe avec où on va retrouver beaucoup de prédateurs de spécides ou éventuellement des parasites de spéciformes dans les relais. Donc là aussi, les guildes trophiques peuvent nous renseigner sur l'état de l'agrosystème, sur la complexité de ce réseau trophique et derrière, il y a la notion de capacité de réponse face à éventuellement des pullulations d'insectes qui sont émergents ou d'insectes en lien avec un climat qui est très changeant. Et c'est vrai que on préconise d'avoir un maximum de guildes trophiques dans les agrosystèmes pour se prémunir de cas de pullulation de ce type d'insectes. Voilà, je vous ai balayé voilà un première présentation sur ce groupe-là. En termes de conclusion, juste vous dire que ce sont des groupes c'est un groupe qui est particulièrement remarquable, qui a des mœurs qui sont très intéressantes, qui a vraiment des comportements, c'est assez captivant comme groupe parce qu'ils ont une diversité d'écologie, une diversité de proies, une diversité d'habitats qui est tout simplement liée à leur mode de nidification et à leur manière de coloniser les milieux. C'est vraiment un groupe qui est très intéressant à suivre, qui est assez peu connu du milieu agricole, même si, ce que je disais en introduction, on tend à en parler de plus en plus. Lorsqu'on fait des études sur les quantitatives, sur les communautés, notamment sur les guildes d'affilipage, donc les consommateurs de pucerons, on se rend compte que dans certaines exploitations, les spécimes sont aussi abondants que des auxiliaires classiquement suivis comme les cirques, les coccinelles ou éventuellement les guêpes parasitoïdes, qu'on peut avoir localement vraiment des populations importantes. Et en plus de ça, donc, ce que je vous indiquer, c'est qu'ils ont un intérêt dans l'indication. C'est-à-dire qu'ils sont des très bons indicateurs en termes d'habitat disponible pour la nidification, mais aussi sur la complexité des écosystèmes et particulièrement des réseaux trophiques. C'est la raison pour laquelle euh, c'est un groupe que nous, on a inclus dans notre référentiel
Donc le référentiel du diagnostic ELIPS, qui est un diagnostic qui sert à évaluer la qualité des services écosystémiques dans les exploitations. Et on a intégré ce groupe-là comme une composante de notre référentiel parce qu'ils apportent une indication à une échelle assez locale et qui est très intéressante à mettre en comparaison à des indications que peuvent nous apporter les cirques qui, eux, sont beaucoup plus mobiles et indiquent fournissent des informations un peu plus larges à l'échelle du paysage. Et dernier point de conclusion, c'est de vous dire que voilà, c'est aussi un groupe, vous l'avez vu, qui est très proche des abeilles, notamment des abeilles sauvages. Et donc, toutes les mesures qui visent à favoriser la biorégulation via l'installation des populations de spéciformes vont être bénéfiques également aux abeilles sauvages qui ont vraiment des traits de vie très très proches et des comportements de d'éducation très proches de ceux des spéciformes. Alors en perspective, il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur ce groupe. Il y a des plaines agricoles qui n'ont pas encore fait l'objet d'études, qui n'ont pas été encore suffisamment étudiées, donc il y a encore plein de choses à découvrir. Voilà, si parmi vous certains sont intéressés d'étudier ce groupe, voilà, je peux que vous encourager. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Les personnes intéressées peuvent également nous consulter cela. Et nous, concernant nos pistes de développement de connaissances, ce que l'on cherche en ce moment à avoir, en plus d'acquérir de la connaissance sur des zones un peu différentes en France, c'est également de comprendre le lien qu'il y a avec les parasites, leurs parasites, notamment tout ce qui est guêpes-coucou, et de voir comment les guêpes-coucou peuvent être utilisées aussi comme des indicatrices indirectes des communautés de spéciformes dans les agrosystèmes. Et c'est des parasites qui peuvent aussi nous renseigner sur l'état des peuplements d'abeilles sauvages. C'est la raison pour laquelle on cherche particulièrement à suivre ce groupe. Voilà, et puis pour les personnes qui sont intéressées pour plus d'informations, voilà, j'ai pas pu rentrer dans le détail de toutes les notions d'écologie. Il y a vraiment beaucoup de cas particuliers aussi chez les spécides, mais voilà, on a produit un ouvrage en 2022 sur le sujet qui concerne les spéciformes dans le département du Loiret, mais qui traite plus largement les spéciformes, puisqu'on rappelle toutes les généralités et le côté indicateur des spécifiques. Donc voilà, pour les personnes intéressées, vous pouvez consulter les coéditrices de l'ouvrage pour si vous souhaitez le commander. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je reste à disposition pour d'éventuelles questions. Là, tu disais en grande culture, il y a un problème avec les terricoles. Enfin, il y a un problème. Il y en a beaucoup moins que dans les cultures où il y a des sols tassés. Est-ce que, l'agriculteur aurait des moyens pour favoriser ces terricoles en désherbant des surfaces ou en aménageant, certaines zones? Oui, oui, tout à fait. Il y a tout à fait ce type d'action qui peut être mis en place, aménager certaines zones. Ce qui est réalisé aussi dans certaines, c'est la limitation de l'envahissement par la végétation sur des secteurs très homogènes avec des systèmes d'étrépage, par exemple, qui permettent à de nombreux insectes terricoles de s'installer. La réalisation aussi de haies sur talus qui peut aussi favoriser parce que ça crée de la verticalité. Et ça, ces hyménoptères aiment bien cette verticalité pour pouvoir établir les nids. Mmh Ça mh. peut être des cas d'aménagement pour favoriser. Mais je pense aussi qu'il y a également à préconiser la réimplantation des haies, qui est essentielle pour le maintien de ces insectes. On le sait pour plein d'autres raisons, c'est intéressant. Et il y a aussi possibilité de renforcer, entre guillemets, artificiellement au moins les premières années, lorsque les haies sont pas fonctionnelles, lorsqu'elles sont trop jeunes. Parce qu'il faut qu'une haie, pour qu'elle soit fonctionnelle pour les spécifiques, il faut qu'elle ait déjà plusieurs années.
il y a tout à fait possibilité via de la favorisation des nids artificiels de faire s'installer je pense que c'est ce dont tu vas parler après, mais Oui, les je pense. infodonidés, voilà, et de renforcer localement les populations de cette manière-là en attendant qu'une haie devienne fonctionnelle, c'est-à-dire produire des branchages et éventuellement commencer à avoir un peu de bois mort. Mmh. Et quand on dit effectivement enfin, certaines personnes préconisent quand on taille les haies de laisser le bois mort, les tailles de branches au sol de la haie, c'est en partie pour aider aussi les spéciformes à s'installer, du coup. Exactement, Mmh. exactement. Et ben, du coup, je vous propose, s'il y a plus de questions, et ben, on va passer à la seconde présentation. Donc là, vous avez vu une présentation où on voit une grande diversité, d'hyménoptères, chasseurs. Alors moi, j'appelle ça hyménoptères chasseurs. On pourrait appeler ça guêpe chasseuse. En anglais, c'est hunting wasp. Mon accent anglais est pas terrible. Heu, c'est, donc leurs caractéristiques, vous l'avez vu, c'est les femelles qui chassent des proies pour, nourrir leur, progéniture. La promotion de ces insectes est d'ailleurs faite, au niveau du particulier, hein, c'est les hôtels à insectes. Ça va servir à promouvoir les abeilles solitaires, mais aussi tout ce groupe, d'hyménoptères chasseurs qui peuvent soit utiliser, comme ça a été dit, hein, des galeries déjà vides, donc des tiges de bambou déjà vides, ou bien, utiliser des tiges à moelle et creuser des galeries dans la moelle. Donc, nous, on a commencé à travailler, sur les Pamphrèdonidés. Donc c'est une famille, qui chasse, pratiquement que du puceron et suite à une rencontre avec, Bernard Chauvet, hein, qui travaillait à l'INRA à Rennes, hein, qui est à la retraite maintenant et qui avait fait une petite étude dans les années 90. Il avait mis des fagots de tiges dans une exploitation maraîchère et il avait regardé s'il y avait une colonisation ou pas. Il avait trouvé une bonne colonisation. Par contre, il y avait pas de données sur l'efficacité en production et il y a une autre personne, alors bien avant, là, c'était en 1960, il a écrit une série d'articles en 60 de 1960 à 1962, je crois. C'est Hippolyte Janvier et là, pareil, lui, il a fait quelques essais d'efficacité en plantant des tiges de ronces dans des cultures et dans une culture de pommes de terre, par exemple. Donc il dit qu'il y a 400 plants de pommes de terre, il a planté 100 tiges. De mémoire, il y en a 45 qui ont été colonisés et il dit au bout de 15 jours, il y avait plus de pucerons dans la culture. Une superbe efficacité que nous, pour l'instant, on n'a pas encore vue, mais vous allez voir pourquoi et du coup, ça a l'air d'être un sujet prometteur et ça a l'air d'être, un groupe, de d'auxiliaires ou en tout cas d'ennemis naturels de nos ravageurs, qui est peu connu, peu travaillé et pourquoi c'est peu connu et peu travaillé? Alors certainement peu travaillé parce que c'est très compliqué à voir quand on est en train de faire une notation. Parce que quand on va sur les parcelles, noter les auxiliaires du puceron, on regarde sur les plantes et on voit des cirques, des coccinelles, des larves et tout ça, des cécidomies. Par contre, là, l'hyménoptère chasseur, lui, quand il arrive sur une plante pour chasser, il se pose, il cherche un foyer, il trouve un foyer, il chope un adulte, enfin, il chope un individu, il repart, il va le mettre dans sa tige, il revient, il en chope un deuxième, il repart. Donc sa présence, elle est très fugace. Et il y a pas de traces, il y a pas de momie, il y a pas de nymphes, il y a pas de voilà. Donc en fait, on voit pas à moins de rester planté devant une feuille et d'attendre qu'il y ait une chasse, on voit pas cet insecte chasser dans les cultures. C'est assez compliqué à voir et du coup, on va avoir des populations de pucerons qui disparaissent. On sait pas trop pourquoi. On va dire que voilà, il faisait trop chaud, mais si ça se trouve, c'était des hyménoptères qui étaient efficaces. Donc on a commencé à travailler ça avec une première question à se poser, c'est: «Est-ce que ces hyménoptères, on arrive bien à les attirer?» Donc Bernard avait dit: «Oui, on y arrive». Donc nous, on a commencé à travailler là-dessus. On s'est posé plusieurs questions. C'est quoi la tige idéale? Mon fagot de tige, comment je le fais? Avec quelle essence? Quelle taille? Quelle grosseur de tige et cetera? Où est-ce que je la place sur mon exploitation? Est-ce que je la mets dans les haies? Est-ce que je la mets, dans ma culture? Est-ce que je la mets au sol, en hauteur? À quelle hauteur et cetera? Quelle est l'influence de l'environnement proche? Est-ce qu'il faut des fleurs? Est-ce qu'il faut pas de fleurs?
Est-ce que, ça marche sur un sol qui est entièrement bétonné? Ou est-ce qu'il faut de l'herbe sur le sol? Donc, et puis quelle est la période d'activité de ces, hyménoptères et est-ce qu'ils sont vraiment efficaces sur les pucerons? Est-ce qu'ils vont être efficaces en avril-mars? Est-ce qu'ils vont être efficaces en juillet-août ou en septembre-octobre? Donc tout ça, c'est des choses qu'on a essayé de caractériser, depuis maintenant, 6 ans où on travaille ce sujet. Donc là, je vous ai remis un peu l'échelle de temps. Donc c'est des projets, régionaux, financés par la région Pays de la Loire qui ont permis de faire les travaux et vous voyez depuis 2019 jusqu'à maintenant, on, a travaillé différents sujets. Donc d'abord, on a travaillé sur les essences des tiges et les caractéristiques des tiges. On a regardé les cortèges d'insectes qui étaient attirés par les tiges, les parasites. Je pourrais donner des informations du coup à Jean-David. Les périodes d'activité, comment sont colonisées ces tiges? C'est quelle est la rapidité, à partir de quelle date jusqu'à quelle date? Où est-ce qu'il faut mettre les fagots? L'hivernage des tiges, vous allez voir ça, ça permet de faire, de conserver sa population pour l'année suivante. Et puis, on a commencé, des travaux sur l'efficacité régulatrice de la méthode, sur les populations de pucerons et vous allez voir pour l'instant, sur les 3 années d'essai, on n'en a qu'une où on a un résultat qui est peut-être exploitable. Là, on peut dire qu'on n'a pas eu de chance, sur cette thématique. Et là, depuis, l'an dernier, on teste l'intérêt d'avoir des fleurs autour des fagots, pour, favoriser toujours la colonisation. Alors voilà comment on a commencé. On a fait des gros fagots, vous voyez, avec plein d'essences différentes. Donc là, il y avait 5 essences dans ce fagot-là. Il y avait du sureau noir, du rhamnus, de la ronce, du bambou, du figuier. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis toutes ces espèces? Il y en a certaines qui sont citées dans la bibliographie. Sureau, ronce, c'est très couramment cité. Rhamnus aussi est cité. Alors j'ai pas dû prendre la bonne espèce de rhamnus, je pense. Le figuier aussi est cité et vous voyez qu'à chaque fois, alors oubliez le rhamnus, il y a bien de la moelle au milieu. Sur le figuier, c'est beaucoup plus petit, mais il y a quand même de la moelle. Et puis le bambou, on l'a mis pour avoir un témoin négatif, puisque Panfredon ne va pas dans les cavités, déjà formées. Donc, si on trouve des Panfredons là-dedans, c'est qu'il y a un problème. Soit on s'est trompé dans l'identif, soit, il y a eu une mutation, de l'espèce en quelques années, ce que je ne pense pas. Et puis le rhamnus aussi s'est retrouvé être un témoin négatif puisque la moelle est très, très, très petite, en tout cas sur les rhamnus, qu'on a utilisés. Donc là, c'est pareil, hein, c'est impossible qu'il rentre là-dedans. Donc ça, c'est les premiers tests qu'on a réalisés et voilà des résultats. Donc vous voyez rhamnus bambou, 0. Donc ça, c'est bon et on va retrouver, les 2 cités dans la bibliographie couramment, sureau et ronce. Le figuier est cité parfois. Donc vous voyez que le figuier, hein, malgré qu'il ait une petite moelle par rapport à l'ensemble du diamètre de tige, il est quand même assez bien, colonisé, hein. Mais le sureau est quand même meilleur et meilleur que la ronce, ce qui honnêtement nous arrange parce que faire des fagots de ronce, c'est épineux. Heu et en 2023, on a testé l'hydrangea quercifolia. Alors pourquoi on a testé celui-là? Parce qu'il est planté devant le bureau et qu'en fait, il fait des tiges bien dressées, bien droites, uniformes en diamètre et avec de la moelle à l'intérieur. Et on s'est dit que ça, c'était peut-être intéressant pour, réussir à produire rapidement des tiges pour faire les fagots. Parce que le sureau, c'est pratique pour faire les fagots, mais il faut tailler les sureaux tous les ans pour avoir vraiment les gourmands, des tiges bien droites, sinon on a des tiges tordues, c'est un peu chiant à faire les fagots. Donc là, avec l'hydrangea, ça aurait été peut-être plus facile. Donc on n'a qu'une seule année de test, avec uniquement 2 fagots, donc c'est assez petit, avec un taux de colonisation par contre qui a été assez bon, hein, puisqu'on est enfin même bon, puisqu'on est à 50 de colonisation. Mais sur un seul test, hein, donc là j'ai pas d'écart type. Le sureau, c'est une moyenne sur, de 2019 à 2023 et la meilleure année de colonisation du sureau, on était arrivé à 69 de colonisation. La pire, on était à 20 et quelques. Alors les pires années, c'est quand ça caille, 2021. Les meilleures années, c'est quand il y a des superbes canicules, 2022. Donc on est parti sur le sureau et puis on a regardé, on a fait donc d'autres tests avec la taille des tiges.
Donc on a mis des tiges très longues, on les ouvre en 2, donc là vous avez des tiges ouvertes, vous avez 4 tiges ouvertes et on va regarder à l'intérieur donc les proies, là, toutes les proies, les larves ont été retirées, hein, il reste plus que la galerie et vous allez voir à l'intérieur des caractéristiques de galerie, de disposition de loge, différentes entre les espèces. Là, c'est 2 espèces de chasseurs. Donc en haut, c'est un panfredon. Au niveau des espèces, il faudra que je vérifie les identifications. C'est pas très facile à identifier, hein. Donc là, je vais pas dire, l'identif qu'on a trouvé parce que, pour moi, elle est pas sûre. Et en bas, là, c'est une seconde espèce de panfredon. C'est aussi un panfredon, mais avec une galerie en ligne. Tandis que là, les loges, vous voyez, il y a une galerie principale ici, qui passe par là, qui zigzague, qui passe en dessous, au-dessus, qui ressort. Et les loges sont à chaque fois en épi. Elles sont connectées à la galerie, mais il n'y a pas de loge à la suite. Tandis que là, toutes les loges sont à la suite. Et puis à gauche, là, vous allez avoir donc en bas une tige où il y a des panfredons. Donc ça, là, c'est des larves de panfredon au dernier stade. Vous voyez que les loges, là, si on regarde la loge derrière, elle est totalement vide. La larve, ici, là, ça se voit bien, elle est totalement vide. La larve, elle a déjà mis tous les restes de pucerons, ils sont là, avec des crottes. Et là, elle attend pour se nymphoser. Et puis au-dessus, vous avez une abeille solitaire. Donc là, ça se voit parce que c'est jaune, hein, les parois des galeries sont jaunes. Là, les parois vont être noires. Vous voyez, il y a du noir là, il y a du noir là. Ça, c'est un chasseur. Quand c'est jaune, c'est une abeille. Et là, vous avez les larves ici, pareil dans les loges, hein, qui se ressemblent beaucoup. Mais là, c'est une abeille et en bas, c'est un panfredon. Donc dans ces tiges, il y a pas que des panfredonidés qui rentrent dedans, il y a aussi d'autres familles avec, des bestioles qui ressemblent à ce qui a été montré tout à l'heure, hein, des grosses espèces qui ressemblent à des guêpes, noires et jaunes et qui vont faire des grosses galeries, donc qui vont s'installer dans des moelles au diamètre plus important. Donc si on veut sélectionner les panfredons, il faut trouver des galeries avec des moelles au diamètre faible pour éviter que les grosses espèces ne viennent. Parce que ça, on l'a déjà vu aussi, il peut y avoir un panfredon qui fait sa galerie, il y a la grosse espèce qui vient derrière, qui vire le panfredon et qui prend la place. Donc il faut, vraiment avoir des moelles à petit diamètre. Là, j'ai mis inférieur à 1 centimètre. En fait, l'optimal, c'est même inférieur à 8 millimètres, hein. Mais quand on fait de l'inférieur à 8 millimètres, quand on va tailler les sureaux, en fait, il va rester plus beaucoup de sections de tiges vraiment utilisables. En agrandissant jusqu'à 1 centimètre, on arrive à faire plus de tiges utilisables en fagot. Et il faut une moelle sèche, donc pour éviter que les proies ne pourrissent à l'intérieur des tiges. Donc il faut mieux couper les tiges 1 mois avant leur pose. Donc on peut tailler le sureau, on laisse les tiges dans un coin et 1 mois après on va créer les fagots. Donc voilà ce que ça donne, un fagot mis en place. Donc là, vous avez un trépied, là, vous avez le fagot, hein, vous avez vu, il est en l'air, hein, voilà, suspendu. Il y a 15 tiges là dans le fagot et les tiges, elles font, 30 centimètres, de long. On s'est demandé où est-ce qu'il fallait mettre ces fagots? Est-ce qu'il fallait les mettre dans une plante? Dans une haie? Est-ce qu'il fallait les mettre au sol ou en hauteur? Est-ce qu'il fallait mettre un toit au-dessus pour qu'il y ait de l'ombre ou bien pour qu'il pleuve pas dessus? Donc, on a testé toutes ces conditions et alors là, vous avez la condition avec le toit, hein, vous voyez, on a mis des jardinières. Bon, ça fait un toit bizarre, mais c'est ce qu'on avait de disponible et vous avez le fagot là sous le toit, vous voyez, qui, heu, qui est visible uniquement quand on regarde par en dessous, en fait, hein. Et finalement, les résultats montrent que les fagots qu'on a mis dans des tunnels, on n'a jamais eu de colonisation. Les fagots qu'on met dans les haies, dans la végétation, on a, dans la haie, on a très, très peu de colonisation, 1,33. Là, vous voyez, on est un peu plus haut, on est à 4 parce qu'on en avait mis aussi dans le feuillage de plantes, où là, les fagots étaient un peu plus visibles, on avait un peu plus de colonisation. Quand on était en plateforme hors sol, sans donc plateforme totalement hors sol, bâche hors sol, on a une colonisation sans problème avec un fagot bien visible. Au sol, c'est colonisé, mais c'est mieux d'être en hauteur. Et puis là, vous voyez sur ce dernier test, sur cette dernière présentation des tests plus exactement, les fagots qui sont mis sur un piquet bien visible en hauteur sans toit, c'est-à-dire au milieu de rien, c'est les mieux colonisés. Si on met un toit, ils sont moyennement colonisés. S'ils sont cachés par la végétation, ils sont encore moins colonisés.
et s'ils sont dans un tunnel, ils sont pas jamais colonisés. Donc s'il y a des producteurs là ou des conseillers, ne mettez pas de fagots dans les tunnels, ça ne sert à rien et je fournirai une hypothèse explicative après. Donc là, vous avez une illustration. Là, c'est un essai qui est en cours actuellement pour essayer de déterminer l'efficacité de la méthode, ou sur des rangs de fèves que vous voyez là, sur la moitié de la distance, des fagots ont été installés. Donc il y a un piquet, c'est des piquets de grillage, hein, et le fagot, il est installé en haut du piquet. Voilà. Alors les fagots, ça attire les pamphérodonidés, donc ceux que nous on veut, mais ça attire aussi d'autres bestioles et on va voir un peu ça. Donc ça attire des abeilles solitaires. Donc pour l'instant, on a eu, 2 genres, très majoritairement des Serratina et on a eu une fois un Mégachile. Et je pense qu'il a réutilisé une tige où il y avait une galerie déjà faite. Si la moelle est trop grande, j'ai déjà dit, il y a d'autres espèces d'hyménochasseurs qui arrivent, en particulier des chasseurs de chironomes ou de mouches. Et puis, comme les hyménoptères, comme ces hyménoptères-là, eh ben, c'est une ressource alimentaire, il y a les parasites et parasitoïdes qui arrivent et qui vont, donc rentrer dans la tige pour les parasites, enfin, c'est les kleptoparasites, les espèces coucou qui rentrent dans la tige comme ça a été dit tout à l'heure, qui vont, pondre, virer l'œuf, du pamphérodon et la larve va manger les proies, qui avaient été emmagasinées pour le pamphérodon. Les parasitoïdes, eux, piquent à travers la tige pour, atteindre les loges et parasiter les larves de pamphérodon. Et il y a aussi les araignées. Donc les araignées, elles vont se mettre j'ai pas mis de photo de non, j'ai pas mis de photo, j'aurais dû en mettre une. C'est pour ça qu'il y a un gros trou, mais c'est pas grave. Sur les fagots, peut y avoir une araignée qui s'installe sur la face du fagot et qui se fait une jolie petite toile devant les ouvertures de tiges. Donc là, les pamphérodons, ils ont du mal à accéder aux tiges et ça peut nuire à la colonisation des fagots. Et il y a un deuxième truc qu'on s'est rendu compte, c'est que les araignées, à la fin de la saison, vont rentrer entre les tiges du fagot, donc dans les petites interfaces là, et elles vont pondre à cet endroit-là. Donc quand on prend les fagots pour faire l'hivernage, en fait, quand on ouvre les fagots, on se rend compte qu'il y a plein de pontes d'araignées à l'intérieur. Et si on remet le fagot comme ça l'année suivante, bah, les araignées vont, émerger, vont éclore et elles vont tout de suite aller manger les pamphérodons qui sont en train d'hiverner à l'intérieur des tiges et bloquer la colonisation. Donc faut quand même faire gaffe aux araignées quand on va gérer ces tiges, d'une année sur l'autre. Voilà les proportions d'insectes qui sont présents dans les tiges colonisées. Donc ça, ces résultats, c'est issu, de toutes les années. Soit on ouvre les tiges pendant la saison et on regarde ce qu'il y a dedans et on va compter, le nombre de larves de pamphérodon, le nombre de larves, de parasites. Soit on prend les tiges, on les met dans des cages et on attend que ça émerge et on va compter ce qui émerge. Donc vous voyez qu'il y a quand même une belle proportion de pamphérodonidés. Donc on est à plus de 60 des tiges qui, abritent des pamphérodonidés, mais pas que. Il y a très souvent des chrysidés avec. Donc les chrysidés, c'est ça, c'est super joli. C'est une famille, donc c'est des kleptoparasites. Pour l'instant, on n'a que 2 espèces. On a celle-là qui s'appelle Omalus auratus ou un nom approchant et qui est, très majoritaire. 99 c'est cette espèce-là et on a une autre espèce qu'on a trouvée que cette année, enfin sur les émergences de cette année, donc qui ont parasité, l'an dernier et qui est une autre chrysidée qui est entièrement verte, vert métallisé et beaucoup plus petite. Là, on l'a pas encore identifiée, je sais pas qui c'est. On a des taux de parasitisme, ça c'est la moyenne, hein, sur l'ensemble des années. On a des taux de parasitisme qui évoluent, qui peuvent être un peu plus faibles, un peu plus hauts, de plus ou moins 10 environ. Après la deuxième bestiole, les plus présentes, donc c'est les abeilles solitaires qui là font de la compétition. Donc ça fait moins de tiges disponibles pour les pamphérodonidés si j'ai beaucoup d'abeilles solitaires. Donc là, nous, pour l'instant, on trouve que des Serratina. Enfin jusqu'à cette année, on trouve que des Serratina
avec des taux de présence, pareil, qui peuvent fluctuer. Une année, on est monté jusqu'à 30 de présence et les autres années, on était à des niveaux très, très faibles, hein. L'an dernier, là, c'est extrêmement faible le niveau, sur, 100 ou 200 pamphredons émergés, on doit avoir, 5 ou 6 Ceratina. Ensuite, on va avoir les 2 groupes de parasitoïdes. On va avoir les Thaurimidés, donc le genre, je ne sais plus si c'est Thaurimmus ou pas. Donc vous voyez, c'est des guêpes, des petites guêpes comme ça, vous voyez, qui sont aussi, métallisées avec des couleurs très vives métallisées, mais là, vous voyez la tarière là. Au bout là, ça c'est la tarière pour aller piquer la tige, hein. Et puis vous avez les Gastrutidés, donc ces trucs-là, ça res pareil, vous voyez la tarière au fond là. Et ça c'est une belle taille, hein, et ça pareil, hein, ça va parasiter l'intérieur. Je vous l'ai pas mis, mais on trouve aussi des Ichneumonidae, en nombre assez faible, et ce qu'on trouve également, c'est des parasitoïdes de Chrysidés qui ont parasité les Pamphrédonidés. Et ça, le fait que je dise ça, c'est parce que, le Pamphrédon ne fait pas de cocon à l'intérieur de sa loge. La Chrysidée fait un cocon caractéristique et de ce cocon caractéristique émergent très souvent des chrysidés, mais parfois émerge un ichneumon. Donc on voit que là, on a carrément 3 niveaux trophiques, à l'intérieur, le Pamphrédonidé, le parasite niveau 1 et le parasite niveau 2. Donc ça commence à devenir complexe dans un tout petit espace, hein. Mais heureusement, vous voyez que les taux de parasitisme, ils sont faibles et pour l'instant, ça nuit pas à l'efficacité potentielle des Pamphredons. Si on ah oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que depuis donc on installe, des fagots sur la station depuis 2019 jusqu'à maintenant et on réutilise les tiges de l'année précédente depuis l'an dernier. En faisant ça, on pourrait se dire qu'on va favoriser la population de parasites et parasitoïdes et que ça va diminuer en proportion la population de Pamphrédonidés. Pour l'instant, depuis le début qu'on fait ces essais-là, on ne voit pas de baisse de proportion de Pamphrédon dans nos fagots. Donc on n'a pas cet effet, qui aurait pu être présent, hein. Pour l'instant, on ne le voit pas, hein. On a toujours des taux de présence de Pamphrédon qui sont, majoritaires et en général au-delà de 60. Voilà, donc sur les dynamiques de colonisation des tiges, là vous avez, l'année 2019, c'était la première année, donc on n'a pas les données de colonisation. À partir de 2020, on avait plus de fagots et on avait des notations plus régulières, donc là on peut avoir les dynamiques et vous voyez que sur les 5 années, de test, les fagots, ils sont mis en place en général début mars et vous voyez qu'il y a rien jusque fin avril. Et c'est à partir de fin avril où ça colonise. Et c'est pratiquement systématiquement à la même date. Alors, peut y avoir avant un petit truc, voilà, mais voilà, il y a une galerie et encore, c'est peut-être une erreur de notation. C'est-à-dire, c'est peut-être une tige qui avait déjà la galerie quand on l'a placée, mais il y a rien et paf, ça commence à coloniser début mai. Et vous voyez que là, ici, sur, l'année 2020 de l'année 2020, on a des colonisations qui sont poursuivies jusqu'en octobre. Après, ça s'est arrêté. Je sais pas la fin de la courbe, mais après ça s'est arrêté. Donc c'est un auxiliaire qui va avoir une activité de début mai à fin octobre et c'est rare d'avoir des auxiliaires efficaces, enfin actifs, fortement actifs en septembre-octobre. Donc ça, c'est intéressant pour nous, pour avoir, un chasseur de pucerons sur la fin de la saison, hein. Typiquement sur les chrysanthèmes, on dit, la PBI, ça marche bien sur le chrysanthème jusque, mi-septembre, fin septembre, après ça déconne. Donc là, les pamphénons pourraient être, une possibilité pour rallonger la période d'efficacité de la lutte biologique. Ce qu'on voit aussi, c'est alors tout le monde démarre à la même date, mais tout le monde ne démarre pas à la même rapidité. Vous voyez que cette année là, en bleu foncé, ça démarre bien début mai, mais c'est hyper lent, hyper lent. Vous avez vu le printemps qu'on a eu, il pleut tout le temps
il y a du vent et du coup, il y a très peu de moments, de durée où les panfredons peuvent être actifs. Les panfredons, ils adorent la chaleur et ils vont être actifs quand il y a du soleil et qu'il fait beau. Donc il y a très peu de moments où elles peuvent aller chasser et du coup, c'est hyper lent. Et la deuxième fois où ça a été hyper lent, c'est 2021 et 2021, on a eu aussi un printemps hyper froid. 2022, par contre, on a eu un printemps chaud et sec et on a eu un été chaud et sec et là, vous voyez, la colonisation, elle est phénoménale. Elle est hyper rapide. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que le climat, il va pas modifier la date de sortie d'hivernation, donc c'est peut-être la photopériode qui fait sortir l'hivernation plutôt que la température. Par contre, il va modifier la rapidité de colonisation. Donc ça sert à rien de mettre ses fagots en février, en disant: «Si je les mets en février avec des tiges de l'année précédente, je vais réussir à coloniser plus tôt». Non, on colonise pas plus tôt. OK? Donc après, on s'est encore un petit peu amusé. On fait plein de tests, hein, c'est amusant. On a regardé, donc on dispose les fagots un peu partout sur la station, on en met une vingtaine par année et il va y en avoir donc, sur des zones, totalement hors sol, sur des zones de pleine terre, avec des cultures, sans culture, là où il y a des prairies, dans des bandes fleuries et cetera. Donc on diversifie les localisations des fagots et puis ça nous permet après de regarder, suivant l'environnement proche du fagot, quel est le taux de colonisation de ces fagots? Donc là, en 2023, on a regardé suivant les abondances de fleurs autour du fagot. Donc il y a simplement eu, 3 niveaux de notation, c'est-à-dire pas de fleurs. Donc on a une prairie avec des moutons, donc là, il y a pas de fleurs. Donc ces fagots-là, ils sont là et puis on a des plateformes hors sol où il y avait pas de culture ou bien des cultures sans fleurs, donc les fagots, dans ces 2 situations-là, ils sont ici. Et puis après, on a des fagots mis en zone de pleine terre où il y a un peu de fleurs, donc abondance moyenne de fleurs. Donc là, c'est des adventices qui fleurissent, un peu de fleurs par-ci par-là. Ou bien des fagots mis dans des bandes fleuries où là, on était plutôt en beaucoup de fleurs. Et vous voyez que pas de enfin, abondance moyenne et beaucoup de fleurs, on est à peu près pareil, tandis que quand il n'y a pas de fleurs, on est 2 fois moins colonisé. Donc là, ça nous donne un premier indice nous laissant suggérer que, la présence de fleurs juste à côté du fagot, parce que là on regarde à quelques mètres autour, hein, on regarde pas à 50 mètres, hein, va favoriser la colonisation parce que la femelle quand elle creuse sa galerie puis qu'elle se met à avoir faim, elle trouve des fleurs juste à côté de sa tige. Donc, elle est ravitaillée plus rapidement et elle est, active, plus rapidement. Elle a pas à faire des centaines de mètres pour trouver une fleur. Janvier, là, Hippolyte Janvier, dans ses publications, il dit que les adultes de Pamphrodonidés mangent des pucerons. Alors je doute pas qu'il ait vu ça, mais et puis, c'est vrai que les pamphérodons, ils ont des pièces buccales, c'est que des grosses mandibules, hein. Il y a pas de la langue, on la voit pas, mais il y a pas de trompe, il y a rien, c'est vraiment, 2 grosses mandibules. Mais ces résultats sur les fleurs me font penser qu'ils doivent quand même, manger du pollen ou du nectar. Et cette année, on a bien observé des pamphérodons sur des fleurs. Donc sur des apiacées et sur des astéracées. Donc, moi ce que je me demande, c'est si, Hippolyte Janvier, il n'a pas observé du host feeding. C'est-à-dire comme, ce qu'on observe pour d'autres espèces qui vont, les coccinelles par exemple, hein, qui vont goûter les pucerons avant de pondre pour s'assurer que le puceron est pas toxique pour leurs larves. Donc, peut-être que ces hyménoptères vont faire la même chose, c'est-à-dire que quand ils trouvent un foyer de pucerons, l'adulte va goûter le puceron et si le puceron il paraît bon, là, elle va se mettre à chasser dans le foyer. Et là, par contre, c'est systématique, hein, ça, Hippolyte l'a montré. Quand une femelle, elle trouve un foyer, qui est suffisant pour elle, elle va chasser systématiquement dans ce foyer, juste à temps que le foyer soit vide. Mmh. Donc elle va pas butiner par-ci par-là des pucerons, hein, elle axe sur un foyer. Heu, je l'ai pas dit, donc au niveau de l'efficacité, je l'ai pas dit, les panfredons, ils font des loges où dedans, il y a en moyenne 50 pucerons. Donc une loge, 50 pucerons et de 15 à 20 loges par tige. Donc ça fait, jusqu'à 1000 pucerons par tige.
Une femelle, dans sa vie, elle va faire 3 à 4 tiges et nous, sur la station, on a pu avoir jusqu'à une centaine de tiges colonisées. Donc si vous faites 100 fois 1000, ça fait 100 000. Donc vous allez avoir 100 000 pucerons chassés, avec une vingtaine de fagots. C'est énorme, hein? La question à se poser, c'est: est-ce que c'est suffisant? Est-ce que parce que les pucerons aussi de l'autre côté, eux, ils se reproduisent aussi super rapidement. Donc la question qu'il va falloir se poser pour l'efficacité, c'est: est-ce que cette chasse, qui est quand même importante, c'est pas anecdotique 100 000 pucerons, est-ce que c'est suffisant pour contrôler les foyers ou pas? J'y répondrai à la fin, comme ça fait un peu de suspense. Et donc, derniers travaux qu'on est en train de mener là, c'est: est-ce que je peux conserver mes tiges colonisées pendant l'hiver pour les ressortir le printemps suivant? En fait, les tiges colonisées ne sont pas entièrement abandonnées. Déjà, il y a 2 à 3 générations par an. Une tige de première génération qui est vidée peut être recolonisée par un panfredon. C'est-à-dire la femelle va rentrer dans la tige, va tout nettoyer et va réutiliser les loges pour réapprovisionner en proie et repondre. Ça, on l'a observé cette année, puisque là, on voit actuellement dans des tiges colonisées l'an dernier, on retrouve de la suure. Là, il y a de la suure qui est en train de sortir du trou, ça veut dire qu'il y a une bête qui est en train de creuser dedans. Il faudra vérifier que c'est du panfredon, mais vu que le diamètre de la tige n'a pas été augmenté, il y a de fortes chances. Donc il y a des larves jusqu'à l'automne, les tiges vont héberger des larves et si la larve elle est, pas au stade, enfin c'est pas transformé en adulte, ça va hiverner sous forme de larve. Donc ça, quand on prend les tiges et qu'on les ouvre en janvier-février, on va trouver des larves à l'intérieur. Pas des nymphes, mais des larves. Et puis, les adultes aussi, vont aller hiverner dans les tiges. Donc ils vont re-rentrer dans une galerie pour passer l'hiver. Donc en fait, on peut prendre à la fin de la saison, on peut prendre les fagots, les ouvrir pour séparer les tiges vides, enfin les tiges vierges, celles qui n'ont pas encore de galeries, des tiges qui ont des galeries. On retire les pontes d'araignée et on met les tiges avec galeries dans une cage. Alors non, dans une cage, pourquoi? Pour éviter qu'il y ait des araignées qui viennent manger dedans ou qu'il y ait d'autres insectes qui rentrent, hein. C'est pas pour éviter que les panfredons sortent, parce que les panfredons ne sortiront que l'an prochain au mois de mai. Et ces tiges, on va en mettre quelques-unes dans des fagots l'année suivante de tiges vierges. Donc je vais prendre 10 tiges vierges et je vais mettre 5 tiges avec, des galeries de l'année précédente. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, hein, dans ces galeries. Je ne sais pas si c'est du panfredon, je ne sais pas si c'est du parasite, du parasitoïde et tout ça, mais bon. Donc je fais ça et je mets mes fagots, dehors et l'idée, c'est que quand le panfredon va sortir, donc les femelles, enfin les adultes hivernants vont sortir directement quand va arriver le mois de mai et puis les larves à l'intérieur vont se nymphoser et vont sortir également. Et là, quand les adultes vont sortir, ils vont rechercher des tiges pour refaire des galeries. Et là, dès qu'ils sortent, ils trouvent une tige à côté. Et l'idée, c'est que, bah, comme ils trouvent une tige à côté, ils vont pas aller en chercher une à 100 mètres et ils vont coloniser plus facilement mes tiges. Ce qui permettrait d'aller pouvoir dans une zone, où il y a pas beaucoup de panfredons, si on met un fagot avec des tiges colonisées de l'année précédente, on devrait pouvoir, «infester» entre guillemets, inoculer le panfredon dans cette zone-là. Et la réponse est oui, puisque vous avez les résultats ici. Là, vous avez les données de colonisation en 2023. Donc en orange, c'est la rapidité de colonisation dans les fagots avec des tiges de l'année précédente et en bleu, c'est sans tiges de l'année précédente et vous voyez qu'il y a pratiquement 50 de colonisation en plus, hein, et enfin même plus de 50 de colonisation en plus. Et là, cette année, donc là, c'est les données jusqu'à hier. Vous voyez aussi que ça a démarré, qu'il y a plus de colonisation dans mes fagots avec tiges, hivernées. Par contre, vous voyez bien là, pour l'instant, nous, on est à 8 de colonisation, alors que l'an dernier, à la même date, ici, le 25/06, on était déjà à 30-40 de colonisation, hein. Donc va falloir attendre un peu pour confirmer ce point-là pour cette année. Et puis sur les 2 années, donc on vérifie les taux de parasitisme, hein, entre 2022-2023 et la session 2023-2024, il n'y a pas eu d'augmentation du taux de parasitisme.
Et enfin, ce que vous attendez tous, est-ce que c'est efficace? Donc là, vous voyez, on est dans une pépinière de cerisiers. Donc là, vous voyez tous les cerisiers là, partout et on a mis des fagots. Donc là, je l'ai entouré parce qu'il est pas très visible, hein. On a mis des fagots dans la culture de cerisier. Donc on l'a mis bien au-dessus du cerisier, hein. Là, il est sur le fil de palissage et puis en fait, les cerisiers, ils ont dépassé le fil de palissage, donc après ils ont été remontés, sur des bambous. Donc là, vous voyez un fagot. Là, on voit un trou, hein, là, par exemple, d'hyménoptère, hein, ici, là, caractéristique. Là, il y a un trou d'hyménoptère chasseur. Donc, on a fait ça 3 années de suite et on n'a eu qu'une seule année où on a eu suffisamment de pucerons pour pouvoir conclure. Les 2 autres années, il n'y avait pas assez de pucerons. Donc, on a des taux de colonisation, mais on n'a pas d'efficacité. Donc là, le résultat que vous voyez, heu, là, si vous voyez ma souris, vous voyez ici, là, il y a une zone verte, ça, c'est une allée. Puis là, il y a une deuxième zone verte, ça, c'est encore une allée et il y a des planches de culture là avec une, je sais plus combien il y en avait, 10-15 pots de cerisier ici et ici. Donc nos fagots, ils ont été mis au bord d'une des planches. Là, il y a l'allée, hein, et là, il y a les rangs de cerisier comme ça. Chaque rectangle là, c'est un rang de cerisier, hein, et là, il y a une allée ici, une allée là. On a mis le fagot ici et on a noté, alors ça, c'est les zones homogènes de notation. Ça refait des cercles autour du fagot pour mesurer la et le cercle, il est ici, là, le troisième, pour mesurer la distance d'efficacité d'un fagot. Donc là, on a la notation le 10 août. Vous voyez que cette zone-là où il n'y avait pas de fagot, on a une infestation en pucerons qui est comme ça. Et cette zone-là où il y avait un fagot ici, on a un trou vert au milieu. Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est pas du hasard? Voilà, en tout cas, on a ce trou vert au milieu. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la notation suivante. Donc là, on est en août, début août. Là, on est début septembre. Là, vous voyez que ça s'est aggravé sur la planche où il n'y a pas de fagot et que sur ma planche où il y a le fagot, ça ne s'est pas aggravé. Là, je suis toujours en zone verte. Donc zone verte, c'est 0 d'apex avec dégâts. Donc il y a pas de dégâts, enfin c'est ce que cherche un producteur, c'est ne pas avoir de dégâts et vous voyez que dans cette zone-là, il y a des zones là, ce carré-là, il a disparu, hein, donc là, il y a dû y avoir une taille et ça a repoussé sans problème et vous avez des zones qui apparaissent. Ici, là, il y a une zone qui est apparue. Donc le fait que ce soit resté stable, que ça s'est aggravé quand il y avait pas de fagot et que c'est resté plutôt stable quand il y avait un fagot, me laisserait supposer que c'est pas du hasard. Par contre par contre, c'est le seul fagot où il y avait suffisamment de pucerons autour pour, essayer d'interpréter les résultats. Donc, une seule expérience à un seul moment, ça peut être du hasard. Donc on continue les essais. Cette année, il y a l'essai sur fèves, qui doit nous donner encore des indications et on doit poursuivre les tests pour savoir si on a une vraie efficacité ou pas et puis aussi pour savoir quel est le rayon d'action d'un fagot et combien de tiges au mètre carré je dois mettre pour avoir une efficacité. Donc en conclusion, on va dire que les hyménoptères chasseurs de pucerons sont courants. Donc en fait, quand vous regardez des Forsythiatae, des Photinia, des machins, tout ce qui a un peu de moelle, vous regardez dans les partout en ville, hein, même à Paris, hein, vous regardez dans les massifs, les trucs qui sont taillés, vous regardez s'il y a une moelle, il y a un trou. Donc il y a un hyménoptère qui va là-dedans. Donc c'est courant, c'est facile à attirer et on a une activité maximale de juin à septembre, qui est une période, alors nous on aurait aimé qu'il y ait une activité avant, tant pis. Là, on a une période d'activité en septembre qui est intéressante parce que là, il y a pas beaucoup d'autres, auxiliaires vraiment actifs. Les fagots, je vous l'ai dit, le fagot idéal pour l'instant, c'est du sureau noir 30 centimètres de long, moelle inférieure à 1 centimètre. On le pose en avril et on le retire en septembre en retirant bien les pontes d'araignée si on réutilise les tiges et l'efficacité, j'ai mis un indice d'efficacité, pour l'instant, c'est qu'un indice et ce sera à confirmer. Alors ces petites bêtes,
on va regarder un peu on va étendre un peu le problème là, comme on fait à l'école. On fait les perspectives et on étend le sujet. Et on peut se demander si c'est dangereux pour l'aviation et s'il faut vraiment les favoriser. Vous regarderez ce documentaire Danger dans le ciel, tragédie dans les Caraïbes. Cet avion s'est écrasé en 1996, si je ne me trompe pas, un truc comme ça, et il y a eu 189 morts et la cause était un hyménoptère chasseur. Je ne vais pas vous dire pourquoi, hein, vous irez voir. Et puis, bah, je vais vous remercier et puis, bah, je vais vous laisser, poser vos questions. Salut, salut Alain, Salut. merci pour la présentation. Merci Jean-David aussi, je pense qu'il est encore là. Donc c'est une question peut-être à tous les deux. Moi, voilà, je me posais des questions par rapport au risque puceron en céréales aussi à l'automne. Ouais, Parce que c'est vrai que c'est un usage qui est pour lequel les agriculteurs ben, hésitent hein, en fait à prendre des risques, à faire des impasses. On sait qu'il y a la jaunisse potentiellement qui est préjudiciable. On sait aussi qu'à cette période-là, on a peu d'autres, organismes qui font des régulations. Souvent, on sait que c'est des périodes un peu creuses. Est-ce que ouais. vous pensez qu'il y a un potentiel d'esphécide par rapport à ce risque, puceron d'automne jaunisse? Donc ça, c'était la 1re question et puis alors on voit aussi que, bah, tu vois, par rapport aux phagos que tu montrais, les surfaces protégées ont l'air assez faibles. Donc là, après, c'est un essai, une année, mais bon, Mmh. ça m'interroge aussi sur les rayons d'action. Et après, deuxième question, c'était par rapport aux habitats. Donc je trouve que le système des fagots, c'est bien, puis c'est adapté à voilà, pour ce type de production-là. Néanmoins, moi, pour les grandes cultures, j'aime bien aussi ce qui est naturel et je pense tout de suite à du sureau, mis en place dans des haies. Heu, on voit que là, il y a des sections, les bestioles, elles rentrent, dans des sections qui sont claires et nettes. Est-ce qu'un sureau, qui est pas coupé au lamier, qui est pas entretenu en coupant au lamier dans un sureau naturel quoi, il représente aussi un habitat, favorable et dans quelle mesure? Je sais pas si vous avez des éléments par rapport à ça, si vous avez des trucs dans la biblio? Alors, je vais commencer à répondre. Les Là, effectivement, tu vois, un rayon d'efficacité faible, je crois que c'était 2 ou 3 mètres. Faut savoir aussi que ce rayon d'action va être d'autant plus faible que la pression en puceron est importante. Puisque la femelle, elle va forcément aller chercher les pucerons assez proches de sa tige, elle va pas se faire chier à faire 100 mètres pour aller chercher ses pucerons. Donc tant qu'elle trouve de la ressource proche de sa tige, elle va pas aller plus loin. Donc en fait, dans un environnement où il y aura moins de pucerons, le rayon d'action sera plus grand et dans la bibliographie, ils mettent jusqu'à 25 mètres de prospection pour la chasse, jusqu'à 1 kilomètre pour trouver une tige et sur la station, nous, on a montré qu'on avait au moins 18 mètres de prospection puisqu'on a trouvé des pucerons dans des tiges, des espèces de pucerons dans des tiges dont la plante hôte était à, je sais plus combien, 18 mètres du fagot. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis: «Il faut qu'on fasse des tests et sur l'efficacité, sur la densité», parce que là, on n'a qu'un indice, mais la valeur de 2-3 mètres, faut pas la prendre, ça peut être plus, ça peut être moins suivant les pressions en pucerons. Et puis sur le sureau dans les haies, oui, des tiges de sureau taillées vont faire un habitat. Surtout, faut laisser les tiges au sol, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, elles vont aller dans des tiges, cassées, ils vont aller dedans, même la ronce, hein. La ronce est très, très bien parasitée. Un roncier qui est taillé, bien droit là, au taille-haie, il va être colonisé rapidement, hein. En l'absence d'entretien du coup, si tu laisses des voilà, Alors on ton lave sureau naturel, j'imagine que s c'est beaucoup moins accueillant for du Ouais, coup? si la Ouais, moelle n'est pas cassée, il ira pas. ouais, Si la moelle est pas ouais, visible ouais, et pas accessible, il ira pas. ouais. Donc, c'est les dans la nature, c'est une tige qui une branche qui casse, c'est un sanglier qui passe et qui casse une tige qui va rendre la moelle, possible. C'est pour ça que je pense que c'est facile à attirer ces bestioles-là, c'est parce que dans la nature, c'est des habitats qui sont pas forcément si courants. Et là, nous, on offre des trucs où il y a 15 tiges, tout d'un coup, quoi. Et là, les femelles se disent: «Waouh, mais c'est trop génial!» Enfin, je les ai écoutées, hein, elles disaient ça. Et voilà.
Et je vais laisser, répondre, Jean-David sur l'efficacité sur céréales. Oui, Nicolas. Du coup, alors oui, alors il y avait la question des pucerons durant l'automne. Bah, en fait, voilà, il faut que les populations soient en place à proximité et qu'on ait aussi un rayon d'action qui soit pas trop éloigné des zones de nidification. Ouais. Sachant que en grande culture, nous, les estimations qu'on a pu faire, c'est on est sur du 230 mètres en moyenne. C'est-à-dire que il faut que les zones de chasse en fait sont dans un rayon de 230 mètres autour de l'élément boisé. Ça, c'est en D'accord. moyenne sur l'ensemble des spécipores. Ok. Et et après il y a donc sur les cicadelles, enfin il y a les pucerons à l'automne, mais il y a aussi les cicadelles Mm. qui ont un impact. Et là, dans ces cas-là, c'est la stabilité du substrat qui va favoriser les spécides, parce que c'est surtout les espèces qui vont Mmh. s'installer au sol qui vont aller chasser les cicadelles. D'accord, merci à vous deux pour les réponses. Alors je vais apporter une précision parce que j'ai dit que je vous en reparlerai, j'en ai pas parlé. Pourquoi est-ce qu'un fagot mis à 3 mètres d'un tunnel va être colonisé et que un fagot exactement identique mis, juste à l'entrée d'un tunnel ne sera pas colonisé? À mon avis, c'est parce que les femelles, comme les abeilles, vont utiliser la lumière polarisée pour retrouver, une fois qu'elles ont chassé, pour retrouver leur nid, pour s'orienter. Et dans nos abris, la lumière n'est plus polarisée, puisque la couverture dépolarise la lumière. Et c'est mon hypothèse, du fait que, un fagot qu'on met dans un abri, même s'il a des tiges, de l'année précédente, hein, puisqu'on a fait ça l'an dernier, hein, même les fagots avec des tiges de l'année précédente, la femelle, elle va sortir, elle va aller chercher des proies ou elle va aller chercher, une tige et en fait, elle retrouve pas son nid. Parce que dans le tunnel, il y a plus de lumière polarisée. Voilà. C'est mon hypothèse. Petite précision. Oui, bonjour. Merci Oui, beaucoup pour la présentation. Moi, j'avais une question par rapport à l'amplification justement des fagots de sureau. Est-ce que justement d'une année sur l'autre, le fait qu'ils soient déjà colonisés, on peut augmenter le nombre de tiges sur le fagot et est-ce que ça amplifie l'efficacité du fagot? ouais. Alors, heu, en 2022, je crois, on avait testé les fagots de 40 tiges et je crois qu'on n'avait pas observé d'augmentation du pourcentage de colonisation et du coup, nous, on fait des fagots de 15 tiges, tout simplement parce que 15 tiges, ça tient bien dans une main et que c'est pratique pour faire le lien. Voilà, c'est vraiment de la praticité. Ok. Les gros Ouais, fagots, ouais, ouais. si on fait 40 tiges, on peut arriver jusqu'à 20 tiges colonisées facilement. Par contre, ce qui est faisable, c'est que si on voit le fagot, on fait un fagot de 10 tiges, par exemple, ou 15 tiges, hein. On a 10 tiges Mhm, vierges, 5 tiges, anciennes et on se rend compte qu'il y mhm. a, 5 ou 6 tiges neuves qui sont colonisées. Là, on a intérêt de rajouter un deuxième fagot. Parce que du D'accord. coup, la génération qui va sortir de ces tiges dans un mois ou 2, elle va retrouver de nouvelles tiges à côté et si on rajoute pas un deuxième fagot juste à côté, il y aura pas assez de tiges pour l'ensemble des bestioles qui vont sortir. Parce que si on dit il y a 10 panfredons qui vont sortir, en retirant ceux qui vont mourir, en retirant sur les 20 loges, hein, en retirant ceux qui vont mourir, ceux qui vont être parasités et tout ça, s'il y en a 10 qui sortent et qu'il y a 5 tiges colonisées, ça fait 50. Il y a 50 qui sortent, là-dedans il y a des mâles, il y a peut-être 30 femelles. Donc s'il reste que, quelques tiges à disposition, on va perdre 20 femelles qui vont partir dans la nature. Ce qu'on avait essayé de voir, c'est est-ce que c'était territorial? C'est-à-dire est-ce qu'on arrivait à des fagots colonisés à 100? Ou est-ce qu'obligatoirement, on va se limiter à un pourcentage maximum de colonisation à 50-60? On a fait un test, c'est pas tranché. C'est-à-dire que 2 tiges, l'une à côté de l'autre, peuvent être colonisées sans aucun problème. Dans la biblio, c'est même indiqué que dans les moelles épaisses, une seule entrée de galerie peut correspondre à l'intérieur à 2 galeries exploitées par 2 femelles différentes.
Mais j'ai jamais atteint sur la station des fagots remplis à 100. Le maximum qu'on a dû faire, ça doit être 70, quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Bon, merci. Oui, bonjour. Bonjour. Isabelle Vandernaat. Donc, nous, enfin, suite à ce que tu as fait, j'ai un pépiniériste qu'on a mis en pleine terre, en pépinière de pleine terre, sur de gros sujets. Alors, on n'a pas été regarder encore ce qu'il y avait dedans, mais vous avez fait des essais aussi en pépinière de pleine terre ou que sur du hors-sol? Non, non, on a en pleine terre aussi, hein. Et avec le même taux d'occupation? Ouais, ouais. Alors, ça, faudra que je vérifie les données. Certaines années, je pense à 2020, on avait une bien meilleure colonisation quand on était au-dessus d'une plateforme hors sol qu'au-dessus de la pleine terre. Pourquoi? Peut-être parce qu'il fait plus chaud au-dessus d'une plateforme hors sol qu'au-dessus de la pleine terre. Et pleine terre, tu étais dans des zones, avec de l'enherbement entre rangs ou pas Ouais, du tout? ouais, 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 D'accord, enherbé, ouais. Mmh. OK. Donc on était dans de la prairie, dans de la pépinière, dans de la vigne mère et au-dessus de bandes fleuries. Mais OK. on a de la colonisation. Par contre, je sais pas au niveau de l'efficacité, je sais pas, hein. Oh, je regarderai. Merci. Il Très y a d'autres intéressant en tout cas. bah, de rien. Il y a d'autres mystères aussi, c'est que des fois, on met un fagot de sureau à un endroit et puis un fagot de sureau 5 mètres plus loin, donc l'environnement est quand même assez proche et il y en a un qui va être colonisé à 60 et l'autre, il va rester à 0, voire, une ou 2 galeries, pas plus et l'autre, il va en avoir, 10 ou 15 et ça, je j'arrive pas très bien à comprendre pourquoi. L'exposition, bah, non, parce que là, on essaye d'être, justement, on essaye de les mettre vraiment dans le même environnement. Donc quand on fait ça, j'ai pas mis de photo là, mais par exemple dans la prairie, il va y avoir un piquet avec, un fagot de vieille ti enfin un premier fagot, 5 mètres plus loin, le piquet planté à la même profondeur avec un fagot mis dans le même sens et on essaye d'avoir les environnements les plus proches possibles. Donc il y a un autre facteur, alors, est-ce que c'est une araignée qui fait chier, qui empêche la colonisation? Puis une araignée qu'on voit pas, qui quand on arrive, va systématiquement se réfugier à l'intérieur du fagot? Est-ce qu'il y a des je pense pas qu'il y ait des, phéromones, d'agrégation chez les panfredons. Sinon, on le verrait beaucoup plus systématiquement, donc voilà. Pour compléter la question de Nicolas, peut-être l'orientation, des tiges, parce que certes, Dans le oui, par exemple, je pense à l'osmie écornue, on a constaté, que si l'entrée, pour faire des nidifications artificielles, si l'entrée était exposée à l'est, mmh, il y avait beaucoup plus de nidification. Donc ça se trouve, c'est juste l'orientation du fagot, ouais, qui certes est «au même endroit» entre guillemets, mais l'entrée des tiges, ouais. est plus ou moins orientée, dans une direction. Alors sauf qu'on avait fait des tests en 2020, on n'a pas vu d'effet, sur l'orientation. On avait fait nord, sud, est, ouest et là, comme on a une face de chaque côté, Oui, déjà ça fait 2 orientations. si le nord est très défavorable, bah, ça va coloniser côté sud. Donc a priori, c'est pas l'orientation, suivant nord, sud, est, ouest. Alors par contre, on avait essayé aussi les fagots verticaux, inclinés, horizontaux. Tous étaient, les verticaux étaient moins colonisés, mais un fagot incliné, il est aussi bien colonisé et après nous, on les met en horizontal parce que c'est plus pratique, hein. C'est plus simple pour noter et puis il y a certainement moins de problèmes de pluie qui rentrent à l'intérieur, hein. Les fagots verticaux, le problème, c'est que quand il va pleuvoir beaucoup, l'eau va rentrer dans la galerie et ça peut noyer les larves à l'intérieur ou ça peut faire pourrir, les proies. Complément de question de Nicolas, l'exposition au soleil direct ne pose pas de soucis. Non, aucun souci et même, c'est ce que je mettais quand on a testé les toits, parce qu'on s'est dit, on s'était posé la question justement et quand on a testé les toits, c'est pire, hein. Quand on met un toit au-dessus, alors là, on cachait un peu le fagot, c'est peut-être que le fagot est caché, mais on réduisait fortement la colonisation et ces bestioles-là, c'est quand même des bestioles du sud, hein, ça adore la chaleur et à mon avis, ça leur pose aucun problème d'être en soleil direct, hein. Voire même, je pense qu'elles préfèrent. Donc vous pourrez nous envoyer des photos, de vos fagots. Vous pourrez ouvrir les tiges
Alors vous faites ça avec, c'est ce que je dis, il faut mettre des fagots dans les entreprises parce que même si c'est pas efficace, c'est hyper ludique pour, les employés, pour les gens qui visitent et pour les petits-enfants quand on a des petits-enfants. C'est-à-dire qu'on va prendre une tige avec une galerie, on la met dans un étau, puis avec un couteau, une serpette, on met au niveau de la galerie, on écarte un peu et on fait sauter le haut de la tige et à l'intérieur, on voit toutes les galeries, les proies et tout. C'est très ludique à faire. Ça passionne les gens. Les gens, ils pensent pas qu'avec un si petit trou, il y a autant de choses à l'intérieur et puis, ça fait progresser la sensibilisation à la biodiversité. Voilà, et ben, s'il y a plus d'intervention, je vais remercier Jean-David pour sa présentation. Je vais vous remercier pour, votre présence et vos questions et puis, n'hésitez pas, hein, si vous voulez avoir, des compléments plus tard, si une question vous revient, vous nous, heu, vous nous contactez et puis, on vous répondra avec plaisir. Merci à vous. Merci à tous. Au Au revoir. revoir.